Dans la petite ville tranquille de Lowell, dans le Maine, la vieille propriétaire de la pension Hearth Haven, au 17 rue Maple, était pour les habitants un modèle de charité et de sollicitude. Mais la réalité était bien plus sombre. Sous les parterres de fleurs florissant de sa cour accueillante, la police découvrit de terribles secrets. Ceux à qui elle avait promis le salut et l'aide, personne ne les revit jamais. Mais leur chèque d'aide sociale continuait d'arriver régulièrement sur son compte. Le 15 mai 2020 était nuageux et froid, même pour les standards de l'État du Maine. À 6 heures du matin retentit dans la rue Maple, une petite rue tranquille de la petite ville de Lowell, le bruit fort d'une pelleteuse au travail. Les travaux avaient eu lieu derrière la pension Hearth Haven, connue des habitants comme refuge pour ceux qui se trouvaient en marge de la vie, sans abri, personnes âgées, toxicomanes. Cette maison, peinte en vert pâle avec des volets blancs ordonnés, semblait toujours aux habitants une île de bien et de tranquillité. Sa propriétaire, une femme âgée, était considérée comme un modèle de vertu et de compassion. Mais en ce jour de mai, la réputation de la pension vacilla à jamais. Le shérif Michael Graves du comté de Lowell apparut exactement à 6h25 du matin au Hearth Haven. Il avait été appelé par le contremaître qui creusait une tranchée pour la pose de nouvelles canalisations d'alimentation. Quand l'appel métallique pénétra à nouveau dans la terre, il devint évident, dans la boue et le sable dépassait une main humaine. Le technicien criminel appelé documenta officiellement la découverte. Les restes exhumés de la terre appartenaient à un homme d'environ 57 ans. Son nom était, comme il s'avéra plus tard, James Martin. Encore récemment, il était enregistré comme résident de la pension. Quand exactement James avait disparu, personne ne pouvait le dire, y compris la propriétaire de la maison. La raison pour laquelle la vie de Martin avait pris fin était à ce moment-là peu claire. À partir de ce moment, le shérif se trouvait face à une question centrale qui devait être résolue à tout prix. Comment l'hôte de la pension avait-il été enterré derrière les murs de la pension qui aurait dû être son salut? Jusqu'au soir du même jour, après les premières heures de travail des techniciens criminels, commencèrent à émerger d'étranges détails dont chacun compliquait la situation. Un examen approfondi du lieu de découverte permit de conclure que les restes avaient gisé dans la terre pendant au moins 1 mois. Certaines parties du corps de James Martin étaient partiellement momifiées, ce qui indiquait son séjour prolongé dans une terre sèche et meuble que la propriétaire utilisait activement comme jardin. L'interrogatoire des voisins révéla un autre fragment important. 2 habitants des maisons les plus proches affirmèrent avoir senti tout le printemps quelque chose de désagréable provenant du territoire de la pension. Ils décrivirent l'odeur comme douceâtre et insupportable. Ils se plaignirent même à la propriétaire elle-même, mais celle-ci prétendit que la cause résidait dans les engrais et les voisins cessèrent d'insister. Lors de la fouille de la chambre dans laquelle James Martin avait vécu, la police trouva une bouteille vide de phénobarbital, un puissant sédatif qui était strictement sur ordonnance. Sa présence chez un homme qui ne souffrait pas de maladies graves paraissait suspecte. Le dernier moment étrange était le registre des résidents de la pension. La propriétaire n'utilisait fondamentalement pas d'ordinateur et ne tenait l'entrée et la sortie des hôtes que sur papier. L'inscription selon laquelle James avait prétendument quitté la pension avait été faite avec un stylo, mais la date et la signature étaient étrangement tachées par l'humidité et devenues illisibles. Si c'était un hasard ou une tentative délibérée d'effacer les traces, n'était pas encore clair. Autour de la pension tranquille et autrefois accueillante se créa une vague de soupçons. Les habitants de Lowell commencèrent à se regarder avec méfiance. L'un des premiers qui attira l'attention de la police fut un voisin nommé Robert Crane. Crane, un homme d'environ 60 ans, était depuis longtemps en conflit avec la propriétaire de la pension. La raison était le terrain à côté de la maison que Crane rêvait de s'approprier pour un parking pour son garage automobile. En ville, on savait que le conflit entre eux durait déjà depuis plus d'1 an, mais auparavant, on ne l'avait perçu que comme une querelle domestique mineure. Un autre suspect devint l'infirmier de la pension, Neil Boston, qui venait d'avoir 30 ans. C'était précisément lui qui avait accès à tous les médicaments de la pension.
Il était aussi connu que Boston s'était plaint régulièrement ces derniers mois auprès de collègues de retard de salaire. Dans une petite ville, les rumeurs se répandèrent facilement, donc il devint bientôt connu de tous qu'il avait de sérieux problèmes financiers et de grosses dettes de crédit. Cela suffisait pour que la police commence à étudier attentivement sa biographie et son cercle de connaissances. Tout se compliqua quand Robert Crane lui-même, le soir du même jour, donna volontairement une interview au journal local. Il expliqua aux journalistes qu'il avait vu à plusieurs reprises l'infirmier Boston mettre des seringues dans ses poches et prétendument mélanger quelque chose dans la nourriture des pensionnaires. L'information paraissait à la fois effrayante et logique. Dans la pension se trouvaient que des personnes sans défense qui pouvaient facilement devenir victimes de n'importe quel malfaiteur. Les déclarations de Crane se répandirent rapidement en ville et causèrent une résonance parmi les habitants. Cependant, la police ne pouvait pas à ce moment faire entièrement confiance aux paroles du voisin. Après tout, le motif de Crane était évident. La version personnelle pouvait le pousser à inventer. Mais la police était contrainte d'accepter ces déclarations et de vérifier cette version. Tard le soir, la situation changea fondamentalement. Pendant la continuation des fouilles, littéralement à quelques mètres du premier lieu de découverte, le technicien criminel fit une autre découverte. Cette fois, ils sortirent de terre un tibia qui appartenait déjà à une autre victime, une femme. Il était enterré beaucoup plus profondément, ce qui indiquait que le crime avait eu lieu bien avant le cas avec James. La pension fut immédiatement bouclée. Les fouilles furent suspendues. Et pour la continuation de l'enquête, un mandat judiciaire officiel était nécessaire. Maintenant, personne ne pouvait dire combien de restes étaient encore cachés sous l'aspect paisible de la cour soignée de la pension Hearth Haven. Dans les heures suivantes, tout Lowell se figea dans une attente anxieuse et comprit que la tranquille rue Maple ne serait plus jamais la même. Pourquoi Crane accuse-t-il si obstinément Neil Boston, l'infirmier de la pension? Le shérif Michael Graves était de nouveau assis face à Robert Crane, le propriétaire du garage automobile local. Le bureau sentait l'huile de machine ancienne, l'essence et les vêtements de travail longtemps non lavés. Crane était visiblement nerveux et serrait et desserrait constamment les poings. Il était déjà habitué aux visites de police. Mais cette fois, les circonstances semblaient plus sérieuses que d'habitude. Dans les 2 derniers jours, la version de Robert Crane sur l'infirmier Boston qui mélangeait prétendument quelque chose dans la nourriture des pensionnaires à l'aide de seringues avait été complètement réfutée. L'expertise prouva que les seringues que Crane prétendait avoir vues étaient des sachets de pâtisserie jetables ordinaires de la cuisine de la pension. Maintenant, la police s'occupait sérieusement de Crane lui-même et tentait de comprendre pourquoi l'homme s'efforçait si obstinément d'accuser un employé du Hearth Haven. Le shérif comprenait. Un motif devait exister, et bientôt il commença à remonter à la surface, comme tous les autres secrets désagréables de la rue Maple. En fouillant les papiers conservés au poste de police local, le shérif Graves découvrit non pas une, mais 4 plaintes de Robert Crane, déposées de 2018 à 2020. Dans toutes les plaintes se trouvait la même chose, odeurs étranges provenant du territoire de la pension. Robert insistait sur le fait que les résidents polluaient le sol et l'air, ce qui affectait négativement les affaires et la réputation de son garage automobile. Mais il était étrange qu'après vérification des plaintes par les services de santé municipaux, aucune violation n'ait été constatée. À l'époque, en 1919, Crane, fatigué des vérifications inutiles, osa même porter plainte contre la propriétaire de la pension. Au tribunal, il tenta de prouver que Hearth Haven était une source de pollution des eaux souterraines et du sol. Cependant, le juge, après examen du dossier, rejeta la plainte pour preuves insuffisantes. Crane, de nouveau perdant et humilié, se tut pendant un temps, mais son aversion pour la propriétaire de la pension et ses résidents devint évidente pour tous. Et ce n'est que maintenant, quand la police enquêta sur la situation financière du garage automobile, que le vrai motif d'une telle lutte furieuse et inflexible devint clair. Le service des impôts de l'État du Maine communiqua aux enquêteurs de désagréables nouvelles.
Le garage automobile de Crane se dirigeait rapidement vers la faillite. Ces dernières années, ses dettes avaient dépassé les profits de plusieurs fois. Il y avait de moins en moins de clients. L'équipement était obsolète. La seule possibilité pour Robert de sauver l'entreprise était le terrain appartenant à la pension. Seulement en élargissant le territoire et en créant un parking pratique, Crane pouvait espérer attirer de nouveaux clients et stabiliser les revenus. Maintenant, il était compréhensible pourquoi Crane tentait avec une telle obstination de se débarrasser de sa voisine et de sa pension. Cependant, la question principale demeurait. Robert Crane pouvait-il avoir été physiquement impliqué dans l'incident avec James Martin et d'autres victimes encore inconnues? Les policiers vérifièrent soigneusement l'alibi de Crane pour la nuit du 10 au 11 mai, quand James Martin avait vraisemblablement disparu. Selon les documents présentés par Crane lui-même, il était cette nuit-là en service de travail. Cela confirmait les bons de livraison d'antigel signés par lui-même et les inscriptions dans le journal d'entrepôt. De plus, un employé d'entrepôt interrogé sous serment confirma les paroles de Crane et assura que celui-ci avait effectivement passé toute la nuit sur le lieu de travail. Le shérif vérifia personnellement les enregistrements de vidéosurveillance de l'entrepôt. Aucune contradiction ne fut constatée. L'alibi de Robert Crane était solide comme un roc. Après confirmation de l'alibi, la version de Robert Crane comme auteur physique tomba complètement. Mais néanmoins, le motif lié au terrain resta à la surface. Les fameuses « seringues » n'étaient qu'une tentative de Crane de diriger l'enquête sur une fausse piste et aussi de ternir la réputation de la pension. Mais la police perça rapidement cette ruse et la version avec les sachets de pâtisserie fut officiellement fermée et mise de côté. Pendant ce temps, des détails inattendus apparurent dans l'affaire. Un entrepreneur de pompes funèbres local s'adressa au shérif, se souvenant que la propriétaire de la pension avait déjà en 2018 personnellement commandé chez lui 5 cercueils en bois. La condition particulière de la commande était l'anonymat absolu. À l'entrepreneur, il sembla étrange que dans les 2 années suivantes, aucun certificat de crémation pour ces cercueils n'apparaisse dans les archives de la ville. Cela signifiait que ces personnes n'étaient officiellement pas considérées comme décédées, et ainsi, la police était maintenant contrainte d'examiner sérieusement la question du recensement de ceux qui avaient autrefois vécu dans la pension, mais qui, selon les documents, en étaient partis. Le foyer de l'enquête se déplaça de Robert Crane, qui était momentanément exclu des soupçons, vers une tâche tout à fait différente et plus importante, reconstituer la liste exacte de ceux qui avaient vraiment quitté Hearth Haven et de ceux qui avaient simplement disparu. Le garage automobile de Robert Crane sortit temporairement du champ de vision de la police, mais pour les habitants de la rue Maple, il resta à jamais un rappel de combien parfois un homme est éloigné de l'image qu'il se crée. Comment se fait-il que la retraite du défunt James Martin ait continué d'arriver après sa disparition? L'enquêteur en chef, Michael Graves, se tenait devant son bureau et étudiait les papiers que l'assistant venait d'apporter du service des retraites du comté. Sur les feuilles se trouvait toujours le même chiffre, 780 $, mensuels. C'était exactement ce que recevait James Martin. Cet homme de 57 ans dont les restes avaient été trouvés dans la cour de la pension Hearth Haven. Les papiers montraient clairement que la carte sociale de James restait active même après sa disparition présumée. Graves adressa une demande officielle à la banque qui tenait le compte de James Martin et reçut déjà, après quelques heures, une réponse. Les paiements de retraite arrivaient régulièrement, et puis, chaque mois, comme une horloge, quelqu'un venait à la banque et retirait l'argent liquide au guichet, sans utiliser le distributeur automatique. Le même jour fut obtenu un mandat de perquisition pour la pension Hearth Haven. En présence de la propriétaire, les enquêteurs examinèrent attentivement les papiers et documents conservés dans son bureau de travail personnel. L'une des découvertes attira une attention particulière, une procuration pour le retrait d'argent liquide, établie au nom de James Martin et datée du 12 mars de l'année en cours. La signature était incertaine et tremblante, comme si celui qui l'avait mise ne se sentait pas bien ou était sous un fort stress. La propriétaire expliqua l'apparition du document calmement, sans montrer de nervosité. James m'a demandé de retirer son argent à la banque. Il avait des problèmes de santé. Il lui était difficile de marcher et l'argent était nécessaire pour les médicaments. Cependant,
Les paroles de la propriétaire ne correspondaient en rien aux autres documents qui se trouvaient sur la même table. Une facture de médicaments du même mois de mars ne s'élevait qu'à 12 $. Aucune autre ordonnance ou quittance médicale ne fut trouvée. La police documenta ce fait, mais ne porta pas immédiatement d'accusation. Le soupçon, bien que sérieux, nécessitait encore confirmation. Pour vérifier qui exactement retirait la retraite de James à la banque, les enquêteurs convoquèrent la caissière pour interrogatoire. La fille, elle était jeune, mais attentive. Elle se souvenait distinctement que chaque mois l'argent était retiré par la même femme âgée qui venait à la banque strictement à la même heure, le matin, exactement à 10 heures. Un trait particulier que la caissière avait retenu était un grand chapeau qui cachait presque entièrement le visage. La femme âgée remerciait toujours poliment et partait rapidement. L'enquêteur interrogea de nouveau la propriétaire de la pension et lui présenta la description de la caissière. La femme admit le fait du retrait d'argent liquide sans tenter de nier l'évident. « J'ai effectivement retiré l'argent. Je le faisais exclusivement à la demande de James, et tout ce qui restait après l'achat de médicaments, je le dépensais pour la nourriture et les objets de première nécessité pour James lui-même et les autres résidents de la pension. » Cette version semblait plausible, jusqu'à ce que la police commence à vérifier les reçus de magasins. Il s'avéra que tous les produits pour la pension étaient effectivement achetés régulièrement, mais toujours payés avec une carte tout à fait différente, émise personnellement au nom de la propriétaire, pas de James Martin. Les opérations financières sur son compte ne correspondaient à aucun des achats indiqués par la propriétaire. À ce moment, l'infirmier de la pension Neil Boston affirma soudain à la police qu'il avait aussi prétendument retiré de l'argent de la carte de James, mais exclusivement pour l'achat de produits et de choses nécessaires. Cependant, la vérification de ces paroles donna un résultat clair. Tous les reçus du magasin excluaient complètement cette version, car ils correspondaient seulement à la carte personnelle de la propriétaire de la pension. La version de Boston paraissait incroyable. Cependant, la police la reporta pour l'instant jusqu'à vérification complète. La police étudia soigneusement les relevés de la caissière et constata que les paroles de Neil Boston ne correspondaient pas à la vérité. Tous les achats pour la pension étaient strictement documentés et effectués depuis le compte personnel de la propriétaire. La carte de James Martin n'avait jamais été utilisée dans les épiceries. Maintenant, l'infirmier de la pension restait sous soupçon, mais ses déclarations s'avéraient à ce moment-là n'être qu'une fausse manœuvre de diversion. Quand l'enquêteur Graves présenta à la caissière de banque une photo de la propriétaire de la pension pour identification officielle, la fille confirma sans hésitation « Oui, c'est définitivement elle. J'ai reconnu ses yeux et la façon dont elle tient la tête. » Cependant, il n'y avait pas d'autres témoins à la banque qui confirmaient ces paroles. Une identification seule, même si elle était si claire et sûre, ne suffisait pas pour porter des accusations officielles. Les enquêteurs comprenaient que le cas unique avec James Martin ne pouvait être qu'une partie d'un schéma plus large. C'est pourquoi ils demandèrent à la banque et à la chambre notariale du comté la chronologie complète de toutes les procurations émises par les résidents de la pension dans les 5 dernières années. L'enquête se préparait à étudier soigneusement la piste papier de chacun de ceux qui avaient autrefois vécu sous le toit de la pension et avaient disparu, sans laisser derrière eux autre chose que des entrées financières régulières sur le compte de quelqu'un. L'enquête passa doucement dans une phase où derrière chaque signature, chaque document se tenait dans des personnes vivantes dont les destins étaient étroitement liés à la maison tranquille et maintenant déjà sombre de la rue Maple. Quel liquide coule dans le fossé de drainage depuis le territoire de la pension? Tôt le matin du 20 mai, un appel arriva au poste. John Andrews, un fermier local et propriétaire de la maison numéro 15 de la rue Maple, signala au shérif Michael Graves une nouvelle bizarrerie près de la pension Hearth Haven. Andrews, un homme d'environ 60 ans, se tenait habituellement à l'écart, mais cette fois, il était visiblement inquiet. Il insista sur une rencontre urgente chez lui. Quand Graves arriva, le fermier le conduisit sans un mot dans la cour arrière. Debout devant une clôture en bois, Andrews montra un long et étroit fossé qui séparait sa propriété du jardin de la pension. Au fond du fossé coulait lentement un liquide trouble de couleur jaune qui dégageait une odeur faible
mais extrêmement désagréable. Même de loin, il était visible que l'herbe autour du fossé avait perdu sa couleur verte et était devenue fanée et sans vie. Le fermier John Andrews, un homme d'environ 60 ans, expliqua à l'enquêteur Graves qu'au début, il n'avait pas accordé d'importance particulière au liquide étrange dans le fossé. Il pensait que la voisine sur la propriété utilisait des produits chimiques de jardinage ordinaires qui parvenaient parfois sur son territoire. Mais quand il remarqua que l'herbe autour du fossé mourait littéralement en quelques jours, il comprit. Il ne s'agissait pas d'engrais. Andrews ne voulait pas s'empêtrer dans des désagréments, mais décida qu'il ne pouvait plus garder le silence à ce sujet. Graves examina attentivement le fossé et prit des échantillons du liquide. Déjà, après quelques heures, le laboratoire du comté communiqua le résultat. Le bouillon jaune contenait des traces de phénobarbital, un puissant sédatif qui avait précédemment été trouvé dans la chambre de James Martin, ainsi que du nitrate de sodium, une substance utilisée comme conservateur, mais qui peut aussi ralentir les processus de décomposition. Ces résultats menèrent immédiatement à une nouvelle vague de questions que le shérif voulait poser immédiatement à la propriétaire de la pension. La propriétaire laissa calmement entrer le shérif et les techniciens criminels sur le territoire de la pension et ne montra pas la moindre inquiétude. Graves alla immédiatement au jardin et découvrit près de la clôture plusieurs fûts en plastique sans marquage, remplis du même liquide jaune. Il demanda à la propriétaire ce qu'il y avait dedans. La réponse fut rapide et claire. « C'est mon engrais personnel. Je le prépare moi-même depuis plusieurs années. Il convient parfaitement pour les roses et autres plantes. Il n'y a rien de criminel ici. » Quand le shérif demanda pourquoi l'engrais s'écoulait au-delà des limites de sa propriété, la propriétaire haussa les épaules et répondit que c'était une erreur et qu'elle n'avait pas remarqué l'écoulement. Neil Boston, l'infirmier de la pension, fut également interrogé au sujet du liquide étrange. Mais sa réponse s'avéra assez évasive. « Je ne suis pas jardinier et ne m'occupe pas du jardin. Je ne m'occupe que des résidents et aide dans le ménage. Ce qu'il y a dans ces fûts, cela ne m'a même pas intéressé. » L'enquête s'arrêta un moment sur une nouvelle hypothèse. Chez la police naquit la supposition que l'infirmier Boston aurait pu utiliser des substances fortes pour laver les instruments médicaux, après quoi il se débarrassait des restes dans le fossé. Cela aurait pu expliquer la présence de phénobarbital dans les échantillons d'eau. Cependant, il s'avéra bientôt que l'infirmier n'avait jamais eu d'accès direct au phénobarbital en quantité considérable qui aurait suffi pour de telles manipulations. Dans la pension, il n'y avait pas l'équipement médical nécessaire et les cabinets médicaux avec des salles de traitement complètes manquaient totalement. L'enquête reporta cette version comme non confirmée, mais ne l'exclut pas complètement et laissa l'infirmier Boston sous observation stricte. Cependant, l'enquête reçut déjà le soir du même jour des informations inattendues. Au poste arriva un plombier local et remit au shérif des copies de factures pour des services rendus à la pension Hearth Haven. Lors de l'examen attentif des papiers, l'enquêteur remarqua une bizarrerie. Au cours de la dernière année, la propriétaire avait commandé 2 fois l'élimination de déchets médicaux, bien que la pension n'ait pour cela ni licence, ni autorisation. À la question du plombier sur quels déchets exactement devaient être éliminés, la propriétaire répondait évasivement et appelait cela « vieux bric-à-brac et médicaments ». Le plombier ne pouvait fournir d'informations plus détaillées. Ce nouveau fait ne donnait pas de preuves directes contre la propriétaire, mais dirigeait de nouveau l'enquête sur une route inquiétante qui nécessitait une attention immédiate. Maintenant, la police décida de vérifier soigneusement les achats de pharmacie de la pension, dans l'espoir de découvrir la source de phénobarbital et d'autres médicaments qui pourraient devenir un maillon clé dans l'affaire. Les enquêteurs envoyèrent des demandes à toutes les pharmacies de la ville et du comté pour obtenir des listes complètes des médicaments acquis par Hearth Haven ces dernières années. Pendant que la police attendait les résultats de ces vérifications, l'attention des détectives se concentrait de plus en plus sur ceux qui étaient restés jusqu'alors dans l'ombre, sur les résidents, témoins, voisins, dont chacun pouvait garder des secrets non moins terribles que ceux déjà connus de la police. Le fermier John Andrews décida pour l'instant de rester en arrière-plan. Cependant, son témoignage avait déjà joué un rôle important dans le cours de l'enquête. Il resta dans l'ombre,
Mais c'était précisément son signal qui aida la police à découvrir le liquide étrange qui avait évidemment à voir avec les secrets de la pension. Pourquoi l'infirmier Neil Boston gardait-il 5 cartes de retraite étrangères chez lui? Tôt le matin du 22 mai, les enquêteurs étaient de nouveau dans la pension. Cette fois, un coffre-fort dans la salle du personnel attira leur attention, que l'infirmier Neil Boston utilisait. La police avait obtenu un mandat de perquisition après que les informations étranges sur le retrait des retraites de James Martin et d'autres résidents eurent été connues. Le coffre-fort s'avéra vieux, métallique, avec une serrure à combinaison qui était installée directement sur le sol dans le coin de la pièce. Cependant, les enquêteurs n'eurent pas à se débattre longtemps avec la combinaison. Il était fermé avec la combinaison banale 1, 2, 3, 4. À l'intérieur se trouvait une pile de documents et, ce qui intéressait particulièrement l'enquête, 5 cartes de retraite en plastique sans aucun code peint. Neil Boston, qui était déjà entré précédemment dans le viseur de la police, observait calmement la perquisition. Quand on lui demanda d'où il tenait ces cartes, il n'évita pas la réponse et expliqua que les cartes lui avaient été données par la propriétaire de la pension. Selon ses paroles, les cartes devaient être mises dans le coffre-fort pour les rapports. Pourquoi c'était nécessaire? L'infirmier ne précisa pas et affirma seulement qu'il n'y avait pas accordé d'importance et avait suivi de simples instructions de la propriétaire. Malgré l'étrangeté de la situation, la police avait besoin de plus que les seules paroles de Boston pour comprendre complètement son rôle dans les événements. Les enquêteurs passèrent rapidement à la vérification de l'alibi de Neil Boston pour la nuit de la disparition de James Martin, le 10 mai. Selon les propres déclarations de Boston, il ne se trouvait pas cette nuit-là dans la pension. Au lieu de cela, l'infirmier passa la nuit chez sa mère, une femme âgée qui, en raison de son état de santé, était complètement clouée au lit. Boston présenta à l'enquêteur un vieux cahier dans lequel il inscrivait quotidiennement l'heure des soins à sa mère, et l'inscription du 10 mai était effectivement là, faite de sa main et signée. Les enquêteurs adressèrent immédiatement une demande au service de secours du comté pour confirmer ou réfuter cette information. En réponse à la demande arriva un document officiel. Un secouriste confirma que Neil Boston avait effectivement rendu visite à sa mère le soir du 10 mai. Dans le journal de service des secours se trouvait une note sur sa présence, ce qui ne laissait aucun doute. L'alibi de Boston était ferme et complètement confirmé. Cependant, le journal local du comté publia malgré les preuves évidentes de l'innocence de Boston un article avec le titre provocateur « Infirmier empoisonneur ». Les auteurs du matériel affirmaient sans preuve particulière que Neil Boston aurait pu être impliqué dans la tragédie de la pension et les manipulations avec les paiements de retraite. La publication causa une forte résonance sociale et une pression sur la police. L'enquête interrogea Boston de nouveau, cette fois plus rigoureusement. Cependant, la vérification de ces déclarations ne révéla aucune contradiction. Finalement, il devint clair que la sensation journalistique n'était pas plus qu'une tentative d'attirer l'attention des lecteurs, et l'infirmier avait été choisi comme cible, commode. La version présentée par le journal fut officiellement rejetée par la police. La fausse piste liée à Boston fut définitivement fermée et retirée de la considération. Le même matin, après la fermeture de l'affaire concernant Boston, les techniciens criminels examinèrent encore un détail qui, au premier regard, était insignifiant et sans importance. Dans le hangar qui se trouvait sur le territoire de la pension, fut trouvée une pelle de jardin ordinaire. L'expertise criminalistique révéla sur son manche en bois des traces d'épithélium ADN de la propriétaire de la pension. De plus, ils découvrirent sur le manche une couche de crème contre l'arthrite que la propriétaire utilisait régulièrement. Ce fait changea inopinément le vecteur de l'enquête. Neil Boston, qui était auparavant considéré comme un criminel potentiel, reçut maintenant le statut de témoin clé qui pouvait aider à clarifier les détails de ce qui s'était passé dans la pension. Combien de victimes exactement le jardin derrière la pension cachait-il? Le matin du 24 mai salua les habitants de la rue Maple avec un silence inquiétant et des zones entourées de barrières policières autour de la pension Hearth Haven. L'enquête retourna de nouveau sur le territoire de la maison, mais maintenant déjà avec un chien de recherche professionnel et une sonde spatule spéciale pour scanner le sol. Les travaux commencèrent exactement à 8 heures du matin.
D'abord, le chien, entraîné à trouver des restes humains, parcourut la zone de la cour arrière et du jardin. Il commença presque immédiatement à marquer des endroits. Il s'en avéra beaucoup plus que même les policiers les plus pessimistes n'auraient pu le supposer. Au total, le chien et les appareils montrèrent 12 anomalies séparées à une profondeur d'environ 70 cm. Après la fixation officielle de chaque endroit, les techniciens criminels commencèrent l'ouverture prudente du sol. Presque dans chaque anomalie, ils trouvèrent ce qu'ils attendaient, des restes humains, soigneusement cachés. Mais une découverte encore plus choquante furent de petits paquets cachés à côté des os. Dans chacun se trouvait un passeport enveloppé dans du polyéthylène. Les documents appartenaient aux résidents de la pension qui étaient officiellement portés disparus dans la période de 2017 à 2019. Les enquêteurs adressèrent immédiatement une demande au service des retraites du comté pour vérifier le statut de tous les documents trouvés et obtenir des informations sur les opérations financières. La réponse, reçue le même jour, fut une autre confirmation du terrible schéma. Les retraites et prestations sociales continuèrent d'arriver sur les comptes de 11 des 12 personnes disparues. La vérification ultérieure révéla que dans tous les cas, les versements étaient retirés en liquide à la banque par procuration. Ces procurations furent soigneusement examinées par des experts en écriture. Le style et les particularités des signatures témoignaient clairement. Toutes les 12 procurations avaient été signées d'une seule main et elles appartenaient à une femme. Pour des raisons évidentes, la propriétaire de la pension devint la principale suspecte. Pour exclure les moindres doutes, les enquêteurs considérèrent aussi d'autres versions. Par exemple, ils supposèrent que l'infirmier de la pension Neil Boston aurait pu falsifier les signatures, car son contrat de travail lui permettait de signer certains documents au nom des résidents. Cependant, les experts, après analyse soigneuse de l'écriture de Boston, arrivèrent à une conclusion sans équivoque. L'infirmier n'avait aucune relation avec les procurations trouvées. Les signatures étaient en fait d'une main féminine. Le caractère de l'écriture différait du masculin et ne pouvait en aucun cas appartenir à Boston. Ainsi, la version sur la participation de l'infirmier fut complètement réfutée et officiellement fermée par l'enquête. La version sur la possible falsification de signatures par l'infirmier fut définitivement rejetée après les conclusions claires de l'expertise. Les enquêteurs acceptèrent la conclusion officielle de l'expert en écriture et exclurent Neil Boston des suspects dans les machinations financières. Il resta un témoin clé, mais plus un suspect. Le moment clé de la journée fut la découverte des techniciens criminels sur l'un des passeports. Dans le processus d'analyse de laboratoire, une empreinte grasse et claire du pouce fut découverte sur l'enveloppe du document. Les experts la comparèrent immédiatement avec les échantillons de la propriétaire de la pension qui avaient été pris plus tôt pour la réalisation de l'expertise. La similitude était absolue. Correspondance de 12 points de contrôle sur 12, ce qui excluait complètement le hasard. L'empreinte de la propriétaire sur le passeport devint la première pièce à conviction directe qui la liait clairement au crime. Cette découverte permit aux enquêteurs de passer à des actions décisives. Le même soir, la police obtint le mandat d'arrêt numéro 145-2020 pour l'arrestation de la propriétaire de la pension pour la conduite d'un interrogatoire officiel. Simultanément, les enquêteurs saisirent tous les documents financiers, livres de comptabilité, procurations et reçus qui pouvaient éclairer la véritable ampleur et le mécanisme des crimes. La perquisition et la saisie de la documentation financière eurent lieu en présence de témoins et malgré ces tentatives d'expliquer les documents découverts comme activité financière ordinaire, les enquêteurs savaient déjà que c'était exactement elle qui était derrière tout le système de vol d'aide et de retraite. Maintenant se dressait devant l'enquête la tâche de prouver non seulement la participation de la propriétaire au crime financier, mais aussi d'établir le nombre exact de ces victimes cachées sous les parterres de fleurs et plates-bandes soignées du jardin. Il devint clair. Le crime avait une ampleur beaucoup plus grande que supposé au début. L'enquête entra dans la phase décisive. Et les enquêteurs étaient proches de révéler définitivement tous les sombres secrets qui avaient été soigneusement cachés derrière les murs de la pension Hearth Haven. Pourquoi le médecin de famille prescrivait-il des médicaments forts pour des gens qui n'étaient plus en vie depuis longtemps? L'enquête, qui avait commencé avec des documents trouvés et une fosse commune,
conduisit les enquêteurs dans le bureau du médecin de famille local, le docteur Helen Murray. Le docteur Murray était thérapeute de district depuis plus de 20 ans et jouissait d'une réputation irréprochable. D'autant plus grande fut la surprise du shérif Michael Graves quand il devint clair que son nom et sa signature se trouvaient sur des dizaines de formulaires d'ordonnance avec des prescriptions de médicaments forts pour des personnes dont les restes avaient déjà été trouvés sur le territoire de la pension. Dans le bureau du docteur, les enquêteurs saisirent un épais journal rempli d'une écriture soignée. Dans le journal se dessinait clairement une seule et même régularité. Chaque mois, la propriétaire de la pension, Hearth Haven, venait personnellement chez le docteur Murray avec une liste de résidents qui, selon ses dires, avaient un besoin de soins particuliers et de thérapie palliative. Presque dans tous les cas, se trouvaient dans la liste les mêmes noms qui avaient été découverts pendant les fouilles dans la cour arrière de la pension. L'expertise montra que les dosages des médicaments prescrits par le docteur Murray dépassaient considérablement les normes médicales recommandées. Dans certains cas, la dose était presque 2 fois plus élevée que le maximum autorisé. Cela cause encore plus de soupçons chez l'enquête. Cependant, les faits de délivrance d'ordonnances eux-mêmes ne contenaient pas d'erreurs ou de violations grossières. Tous les documents étaient officiellement authentifiés et les signatures des Ottonsen, patients sur les ordonnances, correspondaient aux données des passeports. Le docteur Murray, interrogé par la police, expliqua qu'elle prescrivait effectivement des médicaments pour les résidents de la pension. Selon ses paroles, elle croyait sincèrement que tous les médicaments allaient exclusivement pour soulager les souffrances de malades sans espoir à qui était prétendument apportée une aide palliative. De plus, le docteur souligna qu'elle vérifiait toujours personnellement les signatures des patients d'après les passeports que la propriétaire de la pension lui montrait régulièrement. Cependant, il s'avéra, quand l'enquête demanda au médecin ces documents, que Murray ne présentait que des photocopies ordinaires des passeports sur lesquels manquaient les filigranes et autres signes d'authenticité. Maintenant, il était clair que le médecin avait pu être induit en erreur et que les documents étaient falsifiés. La première supposition de l'enquête consistait en ce que le docteur Murray aurait pu tirer un profit financier d'un tel schéma. Immédiatement fut effectué un audit financier de son compte en banque et de tous ses biens personnels. Cependant, aucune entrée non comptabilisée ou virement suspect ne fut constatée. Le docteur vivait modestement. Sa situation financière restait absolument transparente et légale. Les soupçons de corruption ne se confirmèrent pas, mais on ne cessa pas complètement de les nourrir. Le même jour, d'autres documents importants furent mis à la disposition de la police. C'étaient des reçus pour l'achat de ces médicaments qui avaient été prescrits par le docteur Murray. Ces reçus avaient été payés avec un chèque personnel de la propriétaire de la pension, ce qui indiquait sa liaison directe avec l'acquisition de médicaments. Mais le plus insolite, les enquêteurs le découvrirent dans la colonne « Objet du paiement ». Il y était écrit une formulation inhabituelle « Solution de jardin ». Ce détail changea instantanément la direction de l'enquête. Maintenant, il y avait une preuve directe de la liaison entre les puissants préparatifs médicaux et ce liquide jaune qui avait récemment été découvert dans le fossé de drainage du fermier John Andrews. Les enquêteurs dirigèrent maintenant leur attention sur les étranges engrais qui étaient à préparer par la propriétaire de la pension. Pour cela furent faites de nouvelles demandes et ordonnées des expertises chimiques. Il restait à clarifier comment exactement et sous quelle forme ces préparatifs parvenaient dans le sol de la cour arrière de Hearth Haven. Les techniciens criminels devaient établir définitivement la liaison entre les substances trouvées dans le fossé et les prescriptions du docteur Murray. Le docteur Helen Murray, bien qu'elle ne restât à cette phase de l'enquête que témoin, était maintenant impliquée dans une sombre histoire qui pourrait bientôt révéler complètement le mécanisme du crime. Pendant que son rôle n'était pas encore clair, tant les enquêteurs que le médecin elle-même comprenaient que la suite de l'enquête ne serait en tout cas pas simple et difficile. L'enquête, qui avait commencé comme un crime financier, prenait à chaque nouveau pas de plus en plus les traits d'un schéma soigneusement construit et cruel dans lequel les vies humaines n'étaient devenues que moyen d'obtenir des revenus réguliers. Maintenant,
Il restait aux enquêteurs de découvrir jusqu'où la propriétaire de la pension avait pu aller dans sa logique monstrueuse. Comment la femme âgée surmontait-elle physiquement le transport des restes dans la cour arrière de la pension? L'enquête avançait rapidement vers la conclusion. Il ne restait aux enquêteurs qu'à établir quelques détails clés. L'un d'eux était la façon dont la femme âgée, Mary Ann Hughes, propriétaire de la pension Hearth Haven, pouvait déplacer indépendamment de lourdes charges de la maison au parterre de fleurs et plates-bandes de la cour arrière. Pour une femme de son âge, déplacer un poids d'environ 60 kg, de plus sur une distance considérable, paraissait presque impossible. Et pourtant, les traces pointaient exactement vers elle. Neil Boston, l'infirmier de la pension précédemment libéré des soupçons, donna aux enquêteurs de nouvelles déclarations. Il rapporta qu'il avait remarqué à plusieurs reprises comment la propriétaire sortait tard le soir dans la cour arrière de la pension et poussait devant elle un fauteuil roulant dans lequel se trouvait un paquet volumineux et évidemment lourd, qui était couvert d'une bâche. Boston avoua qu'il ne posait pas de questions et attribuait cela à quelques affaires domestiques et s'efforçait de ne pas s'immiscer dans les affaires de la propriétaire. Ces données furent confirmées par les déclarations de la voisine de la propriété adjacente, l'épouse du fermier John Andrews. Elle se souvenait avoir entendu plusieurs fois vers 2 heures du matin le grincement distinct de roues sur le chemin de gravier entre la pension et le jardin. Cependant, la femme n'y accorda pas d'attention particulière et pensa que la propriétaire soignait simplement ses fleurs et plates-bandes la nuit à cause de la chaleur du jour ou de son emploi du temps personnel. Les enquêteurs menèrent un examen approfondi du territoire de la pension et accordèrent une attention particulière à la route de l'entrée arrière de la maison au parterre de fleurs et au jardin. La longueur de la route était exactement de 18 mètres avec une petite inclinaison d'environ 3 degrés. Les spécialistes arrivèrent à la conclusion que même une personne âgée aurait tout à fait pu faire rouler un fauteuil roulant avec une charge du poids indiquée sur cette route, car l'effort physique était minimal, surtout en descente. Pour confirmer l'hypothèse, les experts techniciens criminels examinèrent attentivement les traces sur le chemin de gravier. Les résultats furent sans équivoque. Les traces de roues correspondaient complètement à la taille et largeur des roues du fauteuil roulant qui avait été trouvé dans le hangar sur le territoire de la pension. De plus, les techniciens criminels fixèrent des particules de terre et de poussière des roues du fauteuil roulant qui étaient identiques à celles qui se trouvaient sur le chemin entre la maison et le parterre de fleurs. Cependant, chez l'enquête naquit au début encore une autre hypothèse. La propriétaire aurait pu avoir l'aide d'un complice qui aurait porté physiquement les lourdes charges. Les policiers vérifièrent cette version spécialement. Des échantillons de sol furent pris, des empreintes de chaussures soigneusement examinées et un examen du terrain avec le chien de recherche effectué. Pas une seule preuve de la présence d'une deuxième personne ne fut découverte, ce qui permit de fermer complètement la version sur un complice porteur. La version sur un possible complice fut immédiatement écartée après l'analyse détaillée. Les chiens ne découvrirent ni traces d'odeur, ni empreintes de chaussures d'une personne étrangère. Tout indiquait que la propriétaire se débrouillait indépendamment et utilisait seulement le fauteuil roulant et l'inclinaison du terrain pour ses fins. Cependant, les enquêteurs trouvèrent pendant une perquisition supplémentaire du hangar quelque chose d'encore plus fascinant. Une facture officielle d'une entreprise agricole locale pour la livraison de 100 livres de nitrate de sodium, une puissante substance chimique habituellement utilisée en agriculture comme engrais ou accélérateur de compost. Le reçu avait également été payé par Mary Ann Hughes elle-même, et cette substance était selon les documents acquise régulièrement et en quantité considérable. Cette découverte ramena immédiatement l'enquête au fait précédemment établi de la présence de nitrate de sodium dans le liquide étrange qui avait coulé dans le fossé de drainage sur la propriété d'Andrews. Les enquêteurs avaient maintenant de sérieuses bases pour ordonner une nouvelle expertise du sol du jardin de la pension. La tâche des spécialistes était d'établir la concentration exacte de nitrate de sodium et d'autres substances, de déterminer leur origine et, le plus important, de confirmer ou réfuter la supposition que la solution de jardin de la propriétaire avait effectivement pu faire partie de son schéma de destruction de restes.
La propriétaire de la pension, qui apparaissait auparavant complètement discrète comme une femme âgée, ressemblait maintenant à une personne qui avait soigneusement et froidement organisé un système complexe et horrible. Chaque nouveau pas de l'enquête révélait ses secrets de plus en plus en détail, et le détachement avec lequel Mary Ann Hughes avait agi toutes ces années stupéfiait même les enquêteurs expérimentés. L'enquête approchait avec confiance du final, et les policiers savaient qu'il ne leur restait qu'à lier précisément et définitivement tous les détails pour terminer ce sombre chapitre de l'histoire de la petite ville de Lowell et présenter officiellement à Mary Ann Hughes des accusations auxquelles il était impossible d'échapper. Pourquoi les services sociaux n'enregistrèrent-ils pas si longtemps la disparition des résidents de la pension? Avec l'approfondissement de l'enquête, il devint évident que dans le système d'enregistrement des résidents de la pension Hearth Haven existaient de sérieuses lacunes et inexactitudes. Ces défauts jouaient évidemment en faveur de la propriétaire, Mary Ann Hughes, âgée de 68 ans, qui réussit pendant des années à cacher avec succès la disparition de ses protégés. Maintenant, il restait aux enquêteurs de découvrir comment elle avait réussi à induire en erreur le service social du comté. Les enquêteurs demandèrent au service social des rapports sur les inspections de la pension ces dernières années. Les documents révélèrent un détail étrange. À partir de 2016, le nombre de résidents restait inchangé et s'élevait toujours à 24 personnes. Aucune sortie ou entrée ne fut enregistrée, bien que maintenant on sût les disparitions massives de 2017 à 2019. L'attention particulière des enquêteurs fut attirée par le rapport d'une visite d'inspection du 10 mars 2019. Le document était signé par un inspecteur. Cependant, manquaient les photographies obligatoires lors de telles vérifications. Dans la note explicative, l'inspecteur donna une raison étrange. Appareil photo déchargé, et confirma les données en recopiant simplement les noms des résidents de la liste que Mary Ann Hughes avait elle-même fournie. L'enquête envoya un nouvel inspecteur pour revérification qui compara attentivement les listes des résidents pour 2020 avec les archives des années précédentes. Il devint clair que les noms des résidents correspondaient complètement et les dates de naissance étaient indiquées très similairement, parfois différents seulement de quelques jours. Cela pouvait expliquer pourquoi les employés du service ne remarquèrent pas l'échange. Visuellement, les listes semblaient crédibles. Quand les enquêteurs convoquèrent l'ancien inspecteur pour explication, il admit qu'il ne vérifiait pas toujours personnellement les identités des résidents et faisait confiance aux listes que la propriétaire fournissait oralement et par écrit. De plus, il s'avéra que Mary Ann faisait annuellement un soi-disant don de bienfaiteur de $500 à l'église locale, dont cet inspecteur était membre. Cette découverte amena l'enquête à réfléchir sur une possible liaison de corruption. Les enquêteurs commencèrent immédiatement la vérification des comptes en banque et opérations financières de l'ancien inspecteur, supposant que les contributions à l'église avaient pu être une forme déguisée de pot de vin. Mais l'audit de tous ces comptes personnels et opérations donna un résultat sans équivoque. Les dons allaient effectivement directement sur le compte en banque de l'Église et non personnellement à l'inspecteur. La vérification exclut l'intérêt financier de l'inspecteur dans la situation avec la pension et ferma définitivement cette fausse piste. Cependant, le même jour, pendant une perquisition supplémentaire du bureau de la propriétaire de la pension, fut trouvé un cahier qui aurait pu complètement changer le cours de l'enquête. À l'intérieur, les enquêteurs découvrirent un tableau détaillé divisé en 2 colonnes principales. La première colonne était désignée par la lettre D et contenait des dates claires qui, comme les enquêteurs le supposaient, signifiaient les jours de décès des résidents. La deuxième colonne, avec le symbole $, fixait les sommes d'entrée mensuelles. La dernière inscription dans le tableau ressemblait à ceci: 12 sur 04, 13 paires, 9 870 d'autres. Cette découverte ébranla même les enquêteurs les plus expérimentés. Dans leurs mains se trouvaient pour la première fois des chiffres et dates précis qui confirmaient les soupçons sur les motifs financiers de la propriétaire de la pension. Le cahier trouvé fut d'urgence transmis aux graphologues et experts en documents pour confirmer définitivement l'auteur des inscriptions. Maintenant, l'enquête approchait rapidement du moment où il serait prouvé que c'était exactement Mary Ann Hughes qui tenait tout l'enregistrement des décès et des sommes d'argent correspondantes.
La question de comment les services sociaux avaient négligé la disparition des résidents était pratiquement résolue. L'absence de contrôle adéquat, la crédulité et possiblement la négligence des inspecteurs avaient permis à la propriétaire de la pension pendant presque 5 ans de cacher impunément le vrai nombre de ses protégés et de recevoir leurs prestations sociales. L'enquête comprenait que la révélation définitive du mécanisme du crime était déjà proche. Il ne restait qu'à confirmer officiellement que la propriétaire agissait non seulement cyniquement, mais consciemment, documentait ses actions et tenait soigneusement les comptes des profits de ses propres victimes. Maintenant, l'enquête entrait dans la phase où il restait aux enquêteurs de lier toutes les preuves en un tout et de confirmer les accusations devant le tribunal. Comment le nitrate de sodium aida-t-il la propriétaire de la pension à cacher des meurtres ? L'enquête proche du final s'appuyait maintenant sur des preuves scientifiques strictes. Le matin du 1er juin étaient prêts au laboratoire du collège agricole du comté les résultats de l'analyse détaillée du sol qui avait été pris du territoire de la pension Hearth Haven. Les experts, armés d'appareillage chimique le plus moderne, confirmèrent les craintes des enquêteurs. La terre du jardin contenait des concentrations anormalement élevées de nitrate de sodium qui dépassaient la norme admissible de 20 fois. Mais ce n'était pas le seul fait inquiétant. Les experts constatèrent aussi que dans les échantillons de sol étaient présentes des quantités considérables de barbiturique qui, se mélangeant avec le nitrate de sodium, formaient une composition chimique aux propriétés uniques. Selon la conclusion des chimistes, ce mélange non seulement accélérait les processus de décomposition des restes organiques, mais supprimait aussi efficacement l'odeur spécifique, ce qui aidait la propriétaire à cacher les traces des crimes devant les voisins et inspecteurs. Les enquêteurs invitèrent de nouveau à la conversation le docteur Ellen Murray, le médecin de famille qui avait déjà figuré précédemment dans l'enquête. Le médecin admit que c'était exactement elle qui avait recommandé à Mary Ann Hughes d'ajouter du nitrate de sodium dans le compost pour accélérer sa maturation. Cependant, selon ce qu'affirmait Murray, il lui était inconnu quelle quantité de la substance la propriétaire achetait. Le docteur assura que son conseil était une recommandation standard, typique pour les jardiniers amateurs. La police vérifia soigneusement les comptes en banque et rapports comptables de Murray et s'efforçait de découvrir si elle n'avait pas reçu de profit financier pour de tels conseils. Cependant, l'audit montra l'absence complète de virements d'argent ou d'opérations suspectes. Toutes les dépenses pour les produits chimiques et préparatifs passaient exclusivement par les comptes de la propriétaire de la pension elle-même et confirmaient l'innocence du médecin dans les schémas financiers. Maintenant, l'attention de la police se dirigea entièrement sur la propriétaire de la pension. Mary Ann Hughes fut convoquée à un nouvel interrogatoire où les enquêteurs lui présentèrent toutes les preuves disponibles, la haute concentration de nitrate, les conclusions des chimistes, ainsi que ses propres reçus pour l'achat de ces substances. Cette fois, Hughes ne commença pas à nier complètement l'évident, mais n'admit pas non plus directement sa culpabilité. Pendant la conversation, elle resta calme et se permit même de remarquer sèchement que l'utilisation de nitrate était une pratique complètement ordinaire pour le jardin. Mais alors, inopinément et souriant froidement, elle prononça une phrase qui confondit pour un moment tous les présents. Ne perdez pas de temps. Le compteur goutte quand même. La dernière piste potentiellement fausse, la version sur la corruption du docteur Murray, fut définitivement fermée. Les expertises et vérifications confirmèrent que le médecin n'avait reçu aucun argent de la propriétaire et ses recommandations étaient exclusivement professionnelles et formelles. L'enquête l'a reconnu comme non impliqué et l'exclut complètement de la liste des suspects. Néanmoins, les paroles mystérieuses de Mary Ann sur le compteur qui goutte furent perçues par l'enquête comme un aveu indirect qu'elle était parfaitement consciente et contrôlait chaque détail financier de son schéma. Cette phrase devint la dernière goutte qui convainquit le shérif Michael Graves qu'il se trouvait face à une personne qui non seulement comprenait parfaitement les conséquences de ses actions, mais se rapportait aussi froidement au destin humain. Le soir du même jour, le shérif Graves alla personnellement à la pension Hearth Haven, où il présenta officiellement à Mary Ann Hughes le mandat d'arrêt numéro 156/2020 pour soupçon de commission d'une série de crimes graves et de machination financière. La femme fut immédiatement emmenée au poste pour les procédures officielles ultérieures.
Maintenant, l'affaire passait complètement dans le plan juridique. Expertise, preuves et témoignages se combinaient en une chaîne unique et solide de faits, prêts à être présentés devant le tribunal. Les enquêteurs comprenaient parfaitement qu'un procès complexe les attendait. Cependant, ils étaient sûrs. Marianne Hughes n'avait plus aucune chance d'échapper à la responsabilité. La phrase de la propriétaire sur le compteur n'était pas seulement symbolique. L'enquête comptait et fixait soigneusement chaque preuve, chaque document et chaque mot que la suspecte avait dit. Maintenant, ce temps commençait à travailler contre elle-même. L'enquête, qui dans les premières phases ressemblait à la disparition mystérieuse d'un hôte de pension, grandit pour devenir la plus grande affaire des dernières décennies dans la petite ville de Lowell et changea à jamais l'attitude des habitants. Envers la petite pension de la rue Maple,